Si on regarde la sélection de jeux que j'ai ici, il y en a vraiment pour tous les goûts. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Frais et Dispo. Il s'agit d'un segment dans lequel on vous présente les différentes nouveautés de nos différents partenaires. Aujourd'hui, je vous présente des jeux de la gamme Randolph. Alors, ce sont tous des jeux que oui, j'ai reçus par la compagnie, mais que j'ai sélectionnés personnellement. Des jeux qui visent un certain type de public et ça peut être vraiment varié parce que j'en ai pour les joueurs, j'en ai pour les moins joueurs, j'en ai pour la famille, bref, j'en ai pour tous les goûts et ce sont tous des jeux que je voulais vous présenter. Donc, bien entendu, je n'irai pas en détail dans chacune des sélections, mais je vais au moins présenter un petit pitch de vente pour voir si ça pourrait vous plaire. Alors, dans cette liste, je vais commencer immédiatement avec le gros jeu qu'il y a ici. C'est le jeu From the Moon. Alors, on a droit à un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée de 90 à 120 minutes. Un jeu qui va allier un concept de sélection d'actions qu'on va pouvoir faire. Dans le cas de celui-ci, ce serait un peu long de vous expliquer tous les concepts de jeu, mais sache que le jeu vient avec du matériel vraiment magnifique. Donc, on a droit à un paquet de tuiles, un paquet de cartes et chaque joueur a également son petit plateau personnel dans lequel il va avoir les différents éléments qui vont servir pour le jeu. Alors, on a des bâtiments qu'on va pouvoir construire tout le long de la trame du jeu, donc des tuiles, mais on a également des petits rovers et dans ces petits rovers-là, on va pouvoir placer des astronautes. Alors, en gros, on va devoir tenter de déplacer nos astronautes pour aller rechercher des ressources comme ça, donc se déplacer. On peut même spécialiser nos astronautes en lui mettant une petite bannière comme ça ici. Et là, les joueurs vont également avoir un plateau de joueurs personnel dans lequel tous ces éléments-là vont venir. Donc, on a droit aux spécialistes, on a droit aux astronautes qu'on va recruter, on a également droit à des serres et le tout est vraiment bien iconographié et explique toutes les différentes actions qu'on va pouvoir faire pendant la partie. Parce que le but, bien entendu, va pouvoir être de recevoir beaucoup de points de victoire en essayant de faire décoller les planètes, décoller les missions spatiales. Alors, on a différents éléments comme ça qui vont avoir des tuiles avec des objectifs à aller remplir. Donc, c'est un jeu assez complet qui nous offre du matériel vraiment magnifique. Donc, c'est un jeu avec énormément d'éléments, mais c'est un jeu qui s'apprend très très bien par contre. C'est un jeu qui est très fluide et un coup, on a bien compris les différentes actions qu'on peut faire. Le jeu roule très très bien. Donc oui, on a droit à une présentation vraiment magnifique, mais un jeu qui offre beaucoup d'éléments différents de gestion de ressources, de planification et où malheureusement, on ne pourra pas tout faire loin de là. Le prochain jeu que je vais vous parler est un jeu qui s'appelle Evil Corp, qui se joue de 2 à 4 joueurs. Alors, c'est un jeu dans lequel on va incarner un méchant, un mécréant, et on va devoir tenter de faire peur aux villageois. Alors, Evil Corp est un jeu de pose de tuiles de type backbuilder dans lequel les joueurs vont s'affronter pour tenter de terroriser le village. Alors, le premier joueur à avoir atteint la somme de 2 points de victoire va remporter la partie et ces points de victoire-là vont être contestés sur une succession de manches. Alors, en début de partie, chaque joueur a bien entendu son petit sac avec quelques tuiles assez basiques, merci. Donc, les joueurs vont piger 5 tuiles et ensuite de ça, on va être prêt à commencer. Lors d'un tour de joueur, le joueur peut choisir de poser une tuile, d'activer une tuile, d'acheter une tuile comme ça ici. La manière que ça fonctionne, c'est que les tuiles ont une force de terreur et lorsqu'ils vont poser une tuile sur une case, ils vont tenter de terroriser les villageois. Donc, on repousse le villageois comme ça ici. Alors, les joueurs vont jouer du souk à la corde pour essayer de déplacer et de terroriser le village. Bon, bien entendu, il y a plusieurs petits éléments qui viennent se rajouter à ça. On a l'occasion d'aller chercher des tuiles qui vont briser les égalités, nous donner plus d'or. On peut également envoyer nos monstres en expédition, donc au lieu de participer à la terreur du village, pour recevoir de l'argent. On peut également acheter de nouvelles tuiles qui vont pouvoir se recycler et on peut incanter de démons. Alors pour incanter les démons, les joueurs vont devoir utiliser des tuiles de couleur bleue qui sont des sorciers et les placer dans la tour du sorcier. Alors les tuiles qui sont placées dans la tour du sorcier ne participeront pas également à la terreur du village. Mais ça va être très utile parce que ça va nous permettre de pouvoir avoir accès à de grands pouvoirs. Alors avec l'or qu'on va récupérer, on va pouvoir acheter de nouvelles tuiles et on va tenter d'essayer de ramener le marqueur de terreur le plus loin possible. Parce que lorsque la manche va être terminée, le joueur va bénéficier d'un bonus. Alors si c'est un blason, on va pouvoir avancer le blason. Donc l'exemple serait de l'autre côté, ici comme ça, on avancerait le blason. Et si on réussit à se rendre jusqu'ici, on a un point de victoire. Si on réussit à repousser jusqu'au maximum, on reçoit également un point de victoire immédiat. Et il y a plusieurs petits bonus comme de l'or magique. Alors l'or normal va disparaître à la fin du tour, mais l'or magique, elle, va pouvoir rester.
Alors les joueurs devront se succéder comme ça et essayer d'aller chercher des nouveaux monstres. D'ailleurs, il y a beaucoup de monstres qui vont pouvoir participer ici comme ça à la terreur du village. Beaucoup de petites habilités qui sont tous référencées dans l'arrière du livre de règles, donc très pratique pour pouvoir avoir accès à tous les pouvoirs possibles. Donc, pour ma part, ce qui me plaît beaucoup, c'est le thème. Un thème où on joue les méchants. On a presque l'impression de se sentir comme un overlord. Donc, ça fait du bien des fois de jouer les méchants et c'est un jeu qui se prend très bien en main. Ensuite de ça, je veux tomber avec un titre qui est un peu plus léger. C'est Mind Map. Alors, Mind Map se joue de 4 à 14 joueurs. Et oui, 14 joueurs parce qu'on peut jouer en équipe. Donc, c'est un jeu très ouvert et très accessible pour à peu près n'importe qui. Mind Map est un jeu de party assez loufoque dans lequel les joueurs vont devoir tenter de faire découvrir aux autres leurs mots secrets. Alors, en début de ronde, on va placer des mots comme ça qui vont être associés avec un chiffre. D'ailleurs, chaque joueur va recevoir un de ces chiffres-là et ça va être son mot mystère. Donc, en l'occurrence, le 1 ici serait le mot cactus. Alors, ce qu'il va devoir faire, c'est qu'il va devoir placer son marqueur à l'endroit où il pense qu'un cactus serait. Et là, on a une carte spéciale avec 2 critères qui vont changer de partie en partie. Alors, il y a énormément de critères différents. Alors, dans l'exemple ici, on le trouve facilement sur un bateau de croisière et dans la chambre d'un ado. Ensuite de ça, je vais devoir placer mon marqueur où est-ce que je pense que le cactus se trouverait. Je ne pense pas qu'il se trouve sur un bateau de croisière et peut-être un peu dans la chambre d'un ado. Mais là, c'est tellement vague qu'on va avoir un mot-clé. Alors, le mot central est la glacière. Donc, la coordonnée ici de la glacière, donc on peut penser qu'on retrouve quand même une glacière sur un bateau de croisière et ça va être comparé à ça ici. Donc, par exemple, je dirais, bon, peut-être qu'on ne le trouve pas sur un bateau de croisière, mais qu'on peut le trouver dans la chambre d'un ado. Je pourrais placer mon marqueur ici. Et là, tous les autres joueurs vont placer leur marqueur en fonction du mot qu'ils vont avoir placé ici comme ça. On doit les placer et c'est souvent très vague la manière de fonctionner. Ensuite, les joueurs vont devoir prendre les jetons qui ne sont pas les siens. Donc, exemple ici, je suis le joueur rouge, donc j'ai le jeton 2, 3 et 4 parce qu'en secret, mon mot, c'est le 1. Et je vais devoir placer les marqueurs sur les autres joueurs de face cachée pour essayer de retrouver quels seront les mots. Et là, tous les joueurs vont faire la même chose avec leurs marqueurs comme ça ici. On va les placer sur les cartes qui ne sont pas à eux. Et ensuite de ça, on va tenter de devoir retrouver les mots. Ce qui est drôle avec ce jeu-là, c'est que c'est tellement vague, c'est tellement imprécis, il y a tellement de mots différents et tellement de critères les plus loufoques les uns que les autres. D'ailleurs, si on se pose la question, à quoi sert cette carte-là? Eh bien, c'est pour justement essayer de planifier ça à travers tout. Bon, planifier, c'est relatif. Je dirais d'essayer de faire de notre mieux parce que ça va être assez chaotique à chaque partie. Alors, ce type de jeu-là est peut-être un peu moins dans mes cordes, mais je sais que ça va pouvoir plaire aux grands groupes de joueurs ou même avec des gens qui sont pas trop gamers. Ça fait quelque chose de facile à sortir sur la table et qui donne beaucoup de plaisir. Je continue avec un coup de cœur pour moi et ma fille, c'est le jeu Flashback Lucy. Alors, il s'agit de la suite de Flashback Zombie Kids, un jeu d'enquête vraiment génial. Alors ici, on a droit à un jeu de 1 à 4 joueurs avec 4 différents scénarios à l'intérieur. Difficile de plonger dans l'univers de Flashback sans divulgachage, on a droit à l'histoire de Lucy Estrange et ici comme ça, une belle petite trame narrative qui va se faire autour de ce personnage-là. Et là, on va apprendre à connaître, on va apprendre à découvrir beaucoup de choses et le tout va se faire avec un système de cartes et un système d'icônes. Chacune des cartes qu'on va découvrir va nous offrir un point de vue. Donc par exemple ici, lorsque je retourne la carte 1, je peux regarder différents éléments et là, je vais pouvoir aller chercher d'autres cartes. Donc on a des questions qu'on va devoir tenter de répondre. Donc qu'est-il arrivé au propriétaire de la casquette et pour avoir ces réponses-là, on va pouvoir le faire en découvrant tout l'univers qui va se passer. Donc par exemple ici, je vais chercher la carte numéro 9 parce que c'est ce que je vois selon la vue ici comme ça. Donc ce personnage-là va voir ça ici, hop, le personnage voit dehors, et là, oh, je vais voir d'autres choses. Et là, on va avoir d'autres points de vue comme ça, et on va devoir tenter de reconstituer la scène et de pouvoir répondre à toutes les questions. Et tout ça va avancer. On va réussir même à trouver des icônes qu'on va pouvoir aller regarder. Donc, certaines icônes qu'on va regarder seulement à la fin de la partie du scénario, et d'autres icônes qui vont nous offrir peut-être des découvertes surnaturelles qu'on va faire. Donc, le tout est fait en 4 scénarios, et on a également la possibilité de pouvoir voir qu'est-ce qui se passe après, que je ne vais pas divulgacher. Je vais être franc avec vous, ça a été un énorme succès avec ma fille. J'ai d'ailleurs commencé le premier scénario avec elle, après ça elle a dit « Correct papa, je vais faire les autres toute seule ». Donc ça a été vraiment réussi. Flashback Lucy, du plaisir pour toute la famille. On continue avec un petit jeu, cette fois-ci Now, qui se joue de 3 à 8 joueurs et qui va aimer les confrontations un peu plus rapides, un peu plus stressantes.
Dans ce jeu, les joueurs vont devoir tenter de récupérer des cartes qui sont placées au milieu de la table. En début de manche, on va placer 3 cartes et chaque joueur va avoir son petit deck de cartes qu'il va devoir brasser. Les cartes sont numérotées de 1 à 128 et pour les récupérer, le joueur va devoir être le plus près de la carte sans la dépasser. Donc, lorsque tous les joueurs sont prêts à commencer, on va choisir et là, tout le monde joue en même temps et on doit décider personnellement, est-ce qu'on choisit cette carte-là? Si je choisis cette carte-là, je dis « Now », donc je place ma main et j'attends que tous les autres joueurs soient prêts. À ce moment-là, on va révéler les cartes et les joueurs vont pouvoir prendre les cartes. Et là, attention, si la carte dépasse, exemple le 16 ici, eh bien, je ne pourrai pas la récupérer. Donc, par exemple, si j'étais le plus près de 40, eh bien, je vais pouvoir prendre le 40. Donc, tout le monde va révéler ses cartes. Mais on n'est pas obligé de prendre la première carte. On peut choisir de défausser et d'essayer de pousser notre chance vers cette carte-là. Malheureusement, ici, le 77 ne me permettrait pas de récupérer les cartes. Donc, je vais continuer. 90 non plus. 39, je serais très près de 40. Donc, je serais prêt à dire « now ». La raison, c'est que lorsqu'on va défausser nos cartes, on ne pourra pas les récupérer. Ça veut dire que si on décide de passer au travers de nos cartes, on va être pris avec cette carte-là pour toutes les prochaines manches. Et on va devoir attendre parce que la carte de rafraîchissement ici est disposée dans le milieu du deck habituellement. Et lorsqu'elle va arriver à ce moment-là, c'est là que les joueurs vont pouvoir récupérer leurs cartes pour pouvoir les rebrasser. Donc on doit gérer nos cartes de manière à réussir à récupérer les cartes au milieu le plus possible. Mais il faut faire attention parce qu'à la fin de la partie, lorsqu'on va faire le score, on va regarder le nombre de petites lignes. Et là, certaines cartes ont des lignes rouges, d'autres ont des lignes bleues, et on va faire la différence entre les deux. Donc, idéalement, on va essayer de se concentrer sur une couleur. Donc, par exemple, ici, je terminerai avec un score de 3 points parce que je soustrais la plus petite. Donc, certaines cartes vont nous permettre également d'aller chercher du côté qu'on le désire. Donc, dans le cas ici, je choisirai rouge, et le joueur qui a le plus de points remporte la partie de Now. Donc, je ne sais pas si vous êtes prêts, mais il va falloir être vite sur le piton avec Now. Et je termine finalement avec Trio, un petit jeu de cartes qui n'a pas l'air de grand-chose, mais qui est vraiment très intéressant. Le but de ce petit jeu de cartes, c'est de réussir à compléter des trios. Alors, le premier joueur à avoir 3 trios ou encore un trio de 7 va remporter la partie. Alors, en début de manche, chaque joueur va recevoir une main de cartes et il va également avoir des cartes qui vont être disposées au milieu. Chaque joueur va devoir placer les cartes en ordre croissant dans sa main et on est prêt à commencer. Lorsque c'est un tour de joueur, le joueur va pouvoir questionner les autres ou soi-même ou essayer au milieu pour demander une carte. Donc, si jamais on questionne les autres joueurs ou soi-même, on va pouvoir demander quelle est la plus haute ou la plus basse. Donc, malgré le fait que j'ai un trio de 5, je ne pourrai pas les jouer parce que ce n'est pas ma plus basse. Donc, dans le cas ici, je vais questionner un joueur, donc, quelle est ta plus basse? Le joueur va me révéler un 1. Je vais ensuite questionner un autre joueur, quelle est ta plus basse? Et voilà, c'est un 4. Malheureusement, je n'ai pas réussi à continuer la série de cartes et les cartes vont retourner comme ça ici. Je peux également essayer au milieu, tenter ma chance au milieu. Donc, par exemple, ici, j'aurais un 3. Et là, ce que je pourrais faire à mon tour, je pourrais, j'ai un 3. Je pourrais dire, quelle est ma plus basse à moi? Je vais révéler un 3. Et là, je pourrais essayer de trouver l'autre 3. Donc, par exemple, ici, non. Malheureusement, c'est un 10. Je n'ai pas réussi à faire de trio. Je reprends la carte et je retourne cette carte-là et celle-là en espérant me rappeler qu'il s'agit d'un 3. La petite twist, c'est que ça se pourrait qu'un joueur qui nous a révélé une carte avait un 1 ici. Et si je le re-questionne une autre fois, ça se pourrait qu'il y en ait plus qu'un. Et si jamais je prends ma chance et que je le questionne une 3e fois pour sa plus basse, et voilà, j'aurais réussi à faire un trio. Lorsqu'on réussit un trio, notre tour est terminé et c'est au tour de l'autre joueur. On peut également jouer avec la version Picante qui, au lieu de nous demander d'avoir 3 trios, on va devoir avoir un trio avec un accompagnement ici. Donc, si jamais j'ai un trio de 1, je dois avoir un trio de 6 ou un trio de 8 pour remporter la partie. Ça va faire en sorte de faire des parties un peu plus tendues tout en rajoutant beaucoup de plaisir. Alors, personnellement, c'est peut-être la plus petite boîte dans le groupe, mais c'est mon gros coup de cœur pour ça. Vraiment énormément de plaisir à jouer à trio. Il y a une version Picante qui va changer un peu les règles. On peut également jouer en équipe, donc plusieurs façons de jouer. Et je le sais, vous allez peut-être vous dire « Ah, mais les jeux de mémoire, c'est pas ma tasse de thé. » Eh bien, habituellement, moi non plus. Pourtant, trio a été un énorme succès partout où je l'ai amené et c'est mon coup de cœur de cette sélection. Donc, j'espère que le format de la vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir découvrir plusieurs jeux comme ça de nos différents distributeurs, de nos différents partenaires. Pour ma part, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous parler de différents jeux et surtout d'aborder un large éventail de possibilités. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!